On retrouve nos chers amis pour la suite du débat. On va en parler du Mali, mais bien avant, on continue notre périple au Kenya. Firmeteko Agbo, vous aviez la parole. On parlait justement de la Cour suprême qui examine une révision constitutionnelle controversée dans ce pays. Donc, je disais, la première observation, à ce niveau, la procédure est viciée. Donc, en la forme, le document doit être rejeté. La deuxième observation, il crée un régime qui n'existe pas. C'est-à-dire, on a un président, on a un premier ministre, après on a un vice-premier ministre, et on a encore un vice-premier ministre. Ça veut dire 2 vice-premiers ministres. C'est un cafouillage institutionnel qui n'existe pas. Et je ne sais pas dans quel monde ils veulent créer. Donc ceux-là qui disent qu'en réalité, il a quelque chose derrière la tête, c'est-à-dire, il sait que quand on ira aux élections, aux prochaines législatives, son parti, comme lui-même ne pourrait pas briguer le 3e mandat, donc aux prochaines législatives, son parti pourrait occuper peut-être la 2e place. Donc comme il est on nomme Premier ministre, le chef du parti majoritaire, on pourrait facilement le nommer. Ce sont des élections combinées. Ce sont des élections combinées, donc présidentielles et législatives. Donc à l'issue des législatives, son parti ou le président pourrait le nommer Premier ministre si son parti arrivait à remporter la majorité. Donc, déjà, ça veut dire qu'il met en place des situations pour toujours avoir le pouvoir. Et regardez, dans ce nouveau régime qu'il veut créer, qu'il crée actuellement dans sa tête, le président n'aura pas de pouvoir. Le président n'aura aucun pouvoir, il n'aura qu'un rôle honorifique. Donc, celui-là qui aura des pouvoirs vraiment renforcés dans ce pays, c'est le Premier ministre. Donc, au moment où des gens pensent qu'il est en train de partir, il ne va pas briguer un 3e mandat ou un nouveau mandat, il sera encore là, dans la vie politique, dans la vie institutionnelle. C'est comme la Russie. Hein. C'est le schéma de la Russie, entre Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine. Donc c'est ce qu'il est en train de créer. La Russie est le sauveur du peuple africain. Donc, on va en parler peut-être avec le Mali. Oui. Donc, c'est ce qu'il est en train de créer. Et puis, la troisième observation que je voudrais faire, regardez, ce qu'on dit aux Africains, après tout ça, après avoir passé peut-être plus de 60 ans après les indépendances, on propose souvent aux Africains un régime parlementaire. Mais le régime parlementaire dont on parle souvent, c'est simple. Je le résume en ceci. Dans le régime parlementaire, le roi ou le président n'a que des rôles symboliques. Donc, il n'a pas de pouvoir. Celui-là qui a véritablement le pouvoir, c'est le Premier ministre. Et c'est le roi ou le président de la République qui nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire. Et dans ce régime parlementaire, donc, on a un leader de l'opposition. C'est ce que nous avons en Grande-Bretagne. Donc, les Africains, ce qui adoptent aujourd'hui le régime parlementaire, ils se sont inspirés fortement de l'exemple anglais. Donc, je pense que c'est ce régime qu'il veut implanter au Kenya, sauf que c'est mal formulé et ça n'existe pas. Et puis, on va se moquer de nous. On ne sait pas ce qu'il veut créer. Lui, il a déjà fait ses 2 mandats, qu'il quitte et laisse tranquillement et qu'il laisse le pays au Kenya à eux de décider de leur vie institutionnelle et politique. Et ça n'a, selon le président sortant, Uhuru Kenyatta, à l'origine, comme on l'a dit, de ce projet, cette ouverture du pouvoir permettrait de diluer la règle du vainqueur rafle tout, qu'il considère comme la cause des conflits post-électoraux. Vous aviez souligné cela, qu'a connu le Kenya. Bon, je vais vous poser cette question, même s'il choisit un dauphin, et que le dauphin est élu, Sana Sadio. Alors, le président sortant ne peut pas devenir Premier ministre, par exemple? Donc, moi, je ne saurais le prédire. Mais moi, dans la démarche, quand même, je trouve assez surprenant qu'il ait la majorité au sein de l'Assemblée nationale kenyane. Puisque les propositions qu'il veut soumettre à un référendum ont été avalisées par l'Assemblée nationale kenyane le 25 novembre 2020. Donc, si vous aviez cette majorité confortable au sein de l'Assemblée nationale, pourquoi alors porter cette initiative qui aujourd'hui semble vicier toute la procédure? C'est la question que je me pose. Maintenant, quant à l'issue de cette proposition qui est faite, j'aimerais rappeler que le principal leader de l'opposition s'est associé à ce groupe qui a porté cette initiative. Donc, et puis par après, il s'est retiré. Hein? Donc, il faut dire
Il faut dire d'abord que c'est déjà ça. Maintenant, la deuxième des choses, c'est qu'il y a une chose qui est sûre. Si référendum, il devrait y avoir, ce serait après les élections présidentielles. Ce serait après les élections présidentielles. Donc, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que Kenyatta a cette faculté de dire à l'avance, bon, mon parti va perdre les élections, donc j'emménage. Ben, il se pourrait naturellement que son parti remporte les élections encore. Donc, je ne vois pas pourquoi le parti serait déjà à l'avance dans une démarche défaitiste. Je ne vois pas l'opportunité de ça. Moi, j'ai dit deux choses. C'est l'idée qu'il y a derrière. Moi, je ne vois pas vraiment l'idée de conservation de pouvoir qu'on y trouve dedans. Moi, je dis l'idée au départ, c'est d'apaiser les frustrations. Oui, c'est vrai, on peut lui faire, n'est-ce pas, des reproches, mais cela se base sur quoi? De toutes les façons, à un moment donné, le constat est clair. Depuis plus d'une décennie, les joutes électorales ont toujours entraîné des conflits dans le pays, ont toujours entraîné, n'est-ce pas, des conflits parfois interethniques dans le pays. Donc, à un moment donné, il va falloir que cette réflexion puisse avoir lieu entre les acteurs politiques. Si aujourd'hui, on rejette sur la forme l'initiative, quand même politiquement, il faut à un moment donné que ce débat soit mené. Qu'est-ce qu'on fait pour apaiser les tensions post-électoraux, les tensions qui naissent à la suite d'élections présidentielles, d'élections législatives? Et moi, personnellement, je crois que cela mérite beaucoup d'attention. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a une réelle facilité aujourd'hui de contester les résultats électoraux juste parce qu'on doit forcément le faire quand on est de l'opposition, sans pour autant apporter des preuves tangibles des griefs qu'on apporte aux résultats. Donc moi je crois que c'est un problème qui est transversal à presque tous les pays d'Afrique qui ont des problèmes de démocratie, qui ont des problèmes pareils. À partir de quel moment on va s'asseoir pour réfléchir? Parce que je crois que le cadre électoral ne pourra, c'est-à-dire ce n'est pas, comment on l'appelle, le cadre juridique qui va pouvoir faire avancer cela. C'est une question de mentalité parce qu'il y a des gens, pour un oui, pour un non, ils se disent acquis à la cause. Il suffit que quelqu'un vienne faire une déclaration. Oui, on m'a volé, voilà. Tout le monde le sait. Oui, on l'a volé. Mais à la question de savoir sur quel point on vous a volé, démontrer où le vol se situe, démontrer comment on vous a triché, on est aux abonnés absents. Moi, je crois que c'est là où la réflexion. Qu'est-ce qu'on va exiger demain de ceux qui prétendent avoir été trichés aux élections? Parce que les conséquences sont néfastes sur les populations. Ça entraîne des crises politiques qui deviennent parfois des crises économiques, qui deviennent parfois des crises sécuritaires. Peut-être des guerres civiles. Et on a vu tout ce que le Kenya surtout a vécu. Alors on voit aussi, Jérôme Soso, l'influence de cette famille Kenyatta sur la vie politique de ce pays. Vous l'aviez dit, l'idée derrière pour vous, c'est conserver le pouvoir. C'est aussi conserver, si on peut le dire, le pouvoir de cette famille sur la vie politique du Kenya. Je crois que c'est deux familles, deux grandes familles, deux grandes ethnies qui dirigent en fait le Kenya. Il y a l'ethnie Kenyatta et puis Ondiga, c'est ça, qui est de l'opposition. Et donc c'est les deux là, ethnies qui mènent la vie politique dans le pays. Moi, ce que je continue de dire, c'est que Uhuru Kenyatta ne peut pas prendre ses initiatives sans raison. C'est parce que fondamentalement, il devrait avoir un plan derrière la tête ou un intérêt derrière la tête. Puisqu'il ne peut pas se lever, il sait qu'il est en train de partir, même s'il sait que... L'intérêt aurait pu être la paix. même l'apaisement. Non, mais l'apaisement, même s'il sait que... En ayant les deux ethnies, l'un est président, l'autre est deuxième vice-ministre, par exemple. De toute façon, même s'il sait que probablement son parti a plus de côtes dans le pays, tranquillement,
la présidentielle et avoir beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale. Si c'est qu'il a tous ces atouts-là, et encore prendre ces initiatives, forcément, il devait avoir quelque chose derrière la tête et qu'il ne le dit pas. En tout cas, pour le moment, il ne le dit pas. Mais moi, je crois que comme il ne va plus aller à un troisième mandat, le gars est en train de chercher le poste de Premier ministre. Parce que si il a plus de députés et que, selon leur constitution, plus de députés, cela rime au nouveau poste de Premier ministre, mais on va le conserver là-bas. Et si la loi dit que le Premier ministre a plus de force que le président de la République, et donc le pouvoir lui revient. Il continue par le conserver. Et c'est lui qui va, qui va ordonner tout. Et donc peut-être que moi, c'est le plan que vous n'arrivez pas à mettre. Oui, mais c'est le plan, en tout cas à mon avis, que Kenyatta a derrière sa tête. Sinon, en réalité, s'il faut apaiser le pays, je crois que c'est au cours de son exercice. Oui, il a déjà fait 2 mandats. Il est toujours au cours. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais il est en train de finir. Il est en train de finir. Il va finir en août. Et donc, c'est au cours de ces 2 mandats qu'il, en réalité, va faire tout et tout pour apaiser le pays. Vous avez en réalité, pour peut-être partager le pouvoir avec Odinga, ou alors d'autres qui pourront quand même tenter de lui mettre du bâton dans les roues. Et donc, si c'est qu'il avait partagé le pouvoir, ou il avait voulu partager le pouvoir avec tout le reste, aujourd'hui, on n'aura pas pensé à la contention qu'il est en train de mettre sur... Vous avez parlé de 2 ethnies, il s'agit de Kikuyu pour Kenyatta et puis, les Luo pour Odinga. Tout à fait. On va au Mali. Quelques secondes, s'il vous plaît. Quelques secondes. C'est 2 petites choses que je voudrais relever. Oui, très vite, le temps passe. Regardez, nous savons qu'en réalité, la plupart des élections en Afrique engendre des conflits. Mais ce n'est pas parce que vous voulez chercher des solutions à ces conflits-là que vous... Il faut mettre du n'importe quoi sur place. Qu'il faut mettre du n'importe quoi sur place, ou qu'il faut encore créer d'autres problèmes. Voilà. Ou bien ce n'est pas au nom de la sécurité qu'il faut inventer une transition de 5 ans. Ou bien... Non, ce n'est pas pour autant qu'il va se permettre de créer des situations c'est encore pas possible. On sait qu'en Afrique aujourd'hui, nous cherchons à inventer peut-être un régime approprié par rapport à nos réalités là. Tout le monde sait aujourd'hui que le régime qui semble un peu plus proche des réalités africaines, c'est le régime parlementaire. Donc s'il faut le faire, donc on le fait bien parce qu'on sait qu'en Afrique... Je suis sûr que c'est le régime parlementaire. Oui, ce n'est pas la monarchie. Non, c'est cette histoire de chef là, donc le régime parlementaire semble approprié un peu. Donc, mais ce que lui veut créer, c'est un régime qui n'existe pas. Ça va encore engendrer des situations difficiles et les autres ne vont pas s'aider parce qu'il y a assez d'opposants qui commencent déjà par se soulever par rapport à cette idée-là. Et aussi, l'opposant historique, là on dit, qui sait qui a rallié le camp. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est retiré. C'est pour rien qu'il s'est retiré, parce qu'il sait que s'il ne fait pas attention, d'autres vont se soulever contre lui. Et on va lui dire qu'il a trahi l'esprit des Kenyans. Donc, la deuxième chose, vous avez posé une question aussi intéressante. Quand vous parlez de dauphin, vous êtes revenu plusieurs, Michel Takpa, vous êtes revenu plusieurs fois sur ça. Vous savez, cette histoire de dauphin ne marche plus. C'est-à-dire les chefs d'État ont peur. Regardez ce qui s'est passé avec l'Angola. Donc, le dauphin a trahi le patron. Mauritanie. Le dauphin a trahi le patron. Il devient plus fort. Il devient plus fort. Il a le pouvoir, il devient plus fort. Il envoie le patron. Et il y en a même au Niger. Qui a de prendre l'ascendance. Pour le moment, lui, il ne dit rien. Non, mais il est en train de prendre tout doucement de l'ascendance. Il prend tout son temps. On verra pour étudier. Issoufou Mamadou. Bazoum est très bien avec Issoufou Mamadou. Regardez l'emblématique exemple avec la RDC. Tshisekedi, qui ne représentait rien pratiquement en politique. Il est devenu président. Regardez ce qu'il a fait. Lui, mais ce n'est pas son dauphin. Regardez ce qu'il a fait. Bon, on va aller au Mali parce que c'est l'actualité. Il a gagné les élections. Regardez même au Burundi. Celui-là qui a positionné son dauphin jusqu'après les élections, il est décédé. On ne sait pas ce qu'il a tué jusqu'à présent. Pierre Nkurunziza. Qu'est-ce qu'il a tué? Non, on ne sait pas. C'est Covid-19 officiellement. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, les chefs d'État qui sont actuellement au pouvoir, ils ont peur des dauphins. C'est-à-dire, il y a des exemples de dauphins qui ne sont pas trop convaincants. Moi, je ne vais pas positionner mon dauphin. Après, le dauphin va se retourner contre moi ou contre toute ma famille. Parce que ce qui se passe en Angola est palpitant. La famille
la famille de l'ex-président, comment il s'appelle? Dos Santos. Dos Santos est embastillé par l'actuel président. Autant positionner des baleines ou des requins à la place d'étouffer. Peut-être que Goïta, lui, va positionner Choguel Maïga. On va parler du Mali, vous gardez la parole. Le Mali a officiellement demandé à la France la révision des accords de défense qui lient les deux pays, annoncé dimanche 16 janvier le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Est-ce que Firmete Kouagbo, les différentes, le Mali et puis la CEDEAO, entre le Mali et la France, passent par là? Non, j'ai l'impression que le président de la transition, Assimi Goïta, mélange les choses. Comment? Oui, il mélange les choses. C'est-à-dire, tantôt il met la France, il met la Russie, après il met la CEDEAO, il met tout ensemble. Ce qu'on lui demande simplement, qu'est-ce qu'il veut? C'est parce qu'il est venu au pouvoir, parce qu'il y avait une mauvaise gouvernance. Là, on est d'accord. On dit mauvaise gouvernance. Mais moi, je condamne toujours le coup d'État qui a été perpétré. Parce que nous ne pouvons pas en train de vouloir construire la démocratie. Et d'autres, des militaires vont se lever pour mettre ou remettre le compteur à zéro en ce qui concerne la lutte démocratique qui est en train d'être menée. On ne peut pas accepter cela. Maintenant, regardez, vous arrivez au pouvoir, on vous demande, mais vous êtes au pouvoir, remettez le pouvoir à un civil ou présentez-nous un calendrier ou faites peut-être 1 an ou 2 ans de transition et organisez les élections. Donc, le problème actuellement, c'est la durée de la transition. Le problème, c'est la durée de la transition. Maintenant, dans cette durée-là, c'est comme le président qui est là, Assimi Goïta, il veut régler tous les problèmes. Il veut régler tous les problèmes. Il veut régler le problème de... Où est ton problème dans tout ça? En matière de transition, comment s'organisent les transitions? Celui qui est président de la transition, c'est un service minimum. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Mais tu as un sang géopolitique là, il faut aller les aider. Sauf que ici, il y a un contexte sécuritaire. Non, il y a un contexte sécuritaire, c'est-à-dire que lui, il est arrivé au pouvoir, ce qu'on lui demande, fait un service minimum, organise les élections en 1 an ou 2 ans et retire-toi. Celui-là qui va revenir, qui va arriver au pouvoir, le nouveau président élu, c'est lui qui va se charger de réviser tous les accords qui n'arrangent pas le peuple malien. J'ai dit la semaine passée, ici, sur cette antenne, que les Africains sont en train de commettre une erreur. C'est comme nous sommes en 1960, c'est-à-dire en 1960, il y avait beaucoup de voix qui se sont levées pour dire non aux colons. Et donc, en pleine émotion, on nous a accordé l'indépendance. Et des gens ont écrit le soleil des indépendances, ainsi de suite. Mais la question de savoir, 60 ans après, qu'est-ce qu'on a pu gagner? Les résultats, est-ce que les résultats sont-ils concluants? Maintenant, c'est la vraie indépendance. Non, écoutez, maintenant regardez la Guinée qui avait dit non en 1958 à la France. Regardez le niveau de la Guinée. La Guinée est encore au stade de coup d'État. Ça veut dire que la Guinée n'a nullement après évolué. 60 ans. Après 60 ans. Et c'est la même chose. C'est comme c'est ce même esprit qui revient après 60 ans. Et Assimi Goïta qui dit non, les activistes qui disent non, on ne veut plus de la France et tout ça. Est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas que cela puisse marcher. Nous allons commettre les erreurs que nous avons commises en 1960. Nous allons les répéter et rien ne va changer. Parce que ce que moi je sais, et ce dont je suis sûr, Assimi Goïta ne peut pas facilement se débarrasser de la France comme il prétend le faire. Alors, on va parler de... Oui, justement, je ne crois pas que l'intention de la junte au pouvoir, c'est pour se débarrasser complètement de la France. Si vous suivez Maïga, le Premier ministre, oui, si vous le suivez très bien, l'accord, le protocole d'accord militaire qui lie le Mali et la France date de 1985, si j'ai encore bonne mémoire. Et ça se résumait juste à la formation militaire. C'est-à-dire que les militaires maliens seront formés et puis à l'opération technique. Et ça s'arrête là-bas. Cet accord a été révisé en 2013 et ça n'a pas changé grand-chose. Et ce qu'on a mis dans l'accord en 2013, c'est que c'est que les autorités ne doivent pas survoler ou parcourir tout le territoire malien, c'est-à-dire compris Tombouctou et Gao. C'est ça qui fait problème actuellement dans ce pays-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que on a déjà soumis, c'est en 2013, là, c'était une révision de cet accord par échange de lettres. Aujourd'hui, les Maliens ont déjà soumis les amendements qu'ils ont fait par rapport à cet accord à la France. Sauf que la France, jusqu'à présent, n'a pas encore réagi par rapport à ça. Et donc, moi, je ne comprends. Maïga l'a encore dit quelque part qu'il ne comprend pas pourquoi
son territoire, ça y est, le Mali est un territoire unique, et que les autorités ne peuvent pas parcourir tout le territoire, et que c'est, comment appelle-t-on, l'armée française qui a l'autorité de surveiller. Et c'est le moment choisi par Choguel Maïga pour le dire. Il était politique depuis beaucoup. Oui, mais c'est normal, c'est normal, parce que c'est maintenant que le problème se pose en termes clairs. C'est maintenant que le problème se pose en termes clairs. Et donc, ils sont en politique, c'est normal que c'est maintenant qu'ils viennent sur le sujet. En tout cas, à mon avis. Et donc, moi aussi, je ne suis pas d'accord pour le fait que le gouvernement malien, c'est-à-dire que par avion ou par véhicule, comment appelle-t-on, voiture, ne peut pas aller jusqu'au fond. C'est leur territoire. C'est leur territoire. Voilà. Le territoire n'appartient pas à la France. Et donc, la France ne peut pas dire que l'autorité malienne ne peut pas survoler Gao et puis Tombouctou. Et que ça revenait fondamentalement. Vous pensez que cet interdit cache quelque chose? Mais fondamentalement. Quoi, par exemple? Je ne sais pas, c'est la France qui devait le dire au Mali. Puisque le territoire Gao et Tombouctou n'appartiennent pas du tout à la France. C'est le territoire malien. Et ce n'est pas la France qui doit interdire aux propriétaires du territoire de ne pas survoler. Moi, je ne comprends pas ces faits-là. Donc, c'est pour ça que le Mali voudrait forcément réviser l'accord là pour quand même permettre à ce que les autorités et tout. Vous n'oubliez pas que tout est parti de la violation de l'espace aérien par l'avion français qui était parti d'Abidjan pour rallier Gao. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la France peut avoir la latitude parcourir le territoire à autrui et décider pour interdire à l'autorité ou aux propriétaires du territoire de ne pas le parcourir. Ce n'est pas correct. Donc, moi, je suis d'accord avec le Mali qu'on fasse cette révision de l'accord militaire et puis que ça soit trop clair. Ce que la France est peut-être en train de cacher à Gao, à Tombouctou, il faudrait que les autorités maliennes le découvrent. C'est fondamental. Ouais, sinon, en réalité, ce qu'on est en train de faire là, ce que la France est en train de faire sur le territoire malien là, ce n'est pas normal. Sana, d'accord aussi pour la révision des accords. Et sur quoi, principalement, selon vous, vont porter les amendements? Je vais un peu rejoindre l'analyse de Monsieur Firmin Tekou Agbo. C'est vrai, Monsieur Jérôme, il a bien dressé les deux accords. L'un, celui de 1985 qui concernait un partenariat technique de formation et celui de 2013 qui consistait à sécuriser, maintenir la paix et la lutte contre le terrorisme. Il faut bien rappeler que selon les termes de cet accord pouvait être révisé à tout moment par les partis. Oh, bien sûr. Maintenant, il y a une réalité. Et je pense que cette réalité, on doit l'éclairer à l'opinion. On ne doit pas jouer, ou bien on ne doit pas forcer un sentiment de nationalisme pour justifier d'une prolongation de la transition qui devrait arriver à échéance le mois prochain. C'est deux choses différentes, selon vous. Lorsque vous prenez la mission, les missions de l'ONU, même la mission de l'Union européenne qui interviennent au Mali, ils se replient sur les moyens aériens de la France. La MINUSMA, les moyens aériens la grande majorité appartiennent plus à la France. L'initiative de révision de cet accord a été soumise par le président, ou bien le numéro 1 de la junte en décembre. Mais, c'est-à-dire, concernant l'incident de l'appareil qui est cité, mais les autorités françaises ont clarifié que le vol qui est en question, c'est un vol, c'est vrai que c'est un appareil français, mais qui a fait une opération dans le cadre de la MINUSMA. Donc, pas dans le cadre d'une opération de la CEDEAO, pas dans le cadre d'une mission de la France, mais dans le cadre... Non, c'est malvenu. Non, je m'explique. Mais j'explique le contexte. Entre Choguel Maïga et puis l'état-major français, j'explique le contexte. Vous pensez qu'on peut croire à qui, finalement? Je ne suis pas dans un jeu de croire ou bien de ne pas croire. Et moi, j'estime que, c'est-à-dire ce genre de partenariat,
je suis désolé, ce n'est pas sur la place publique qu'on vient l'exposer. Celui qui l'amène sur la place publique, il sait le sentiment qu'il veut susciter. Parce qu'il n'a pas été signé sur la place publique. Je pense que tout État est souverain. Je pense que tout État est souverain. Et c'est normal que le Mali, les Maliens puissent à un moment donné dire, bon, nous ne voulons plus de cet accord, nous voulons le réviser. Mais il faudrait qu'on dise la vérité, le contexte où on a eu à avoir besoin de l'expertise française en matière de surveillance aérienne de ces zones qui sont des zones occupées par des terroristes, qui ont des moyens logistiques forts. C'est ça le contexte. C'est-à-dire on s'est replié sur l'expertise française en matière de surveillance aérienne pour apporter une sécurité au survol des appareils. Donc, naturellement, si vous voulez survoler ce territoire qui est plus peuplé par les terroristes, ils disent, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que nous pouvons? Oui, vous pouvez passer. Donc maintenant, si vous voulez que la France ne joue plus ce rôle, mais c'est clair, dites-le, on n'a pas besoin de venir. Quand ces accords étaient signés, est-ce que ça c'était venu sur la place publique comme aujourd'hui? Maintenant, excusez-moi, je vais finir. Maintenant, le vrai problème, ce n'est pas cela. Le vrai problème, je crois aujourd'hui, on compte 6 rébellions Touareg depuis la première, c'était 1917, 1918, deuxième 1963, 1964. Après, on a eu 1990, 1996. On a eu 2006, 2006, 2007. Le dernier, c'était 2015. Le dernier de 2015, pourquoi son ampleur dure jusqu'aujourd'hui? Parce que la Libye disloque. On a 2000 ans, 2004 000 combattants qui reviennent. Ce sont des Touaregs qui avaient fui, que Kadhafi avait intégré dans leur armée, qui sont revenus armés et aguerris. C'est ça le vrai problème. Donc le vrai problème de l'insécurité au Mali, qu'on le dise, c'est la marginalisation des Touaregs qui, à un moment donné, ont voulu créer leur territoire. Dans les rébellions passées, l'armée malienne a pu les repousser parce qu'ils n'avaient pas cette capacité logistique. La donne a changé parce que, voilà, il y a des Touaregs qui sont revenus aguerris avec des armes pour soutenir. Les Touaregs, c'est un autre débat. Moi, je cible le problème. Qui sont revenus aguerris. Maintenant, il y a un accord de paix qui a été trouvé en 2015. Et si vous voyez, toutes les 4 rébellions jusqu'à celui-ci, et si les rebelles, c'est parce qu'à un moment, ils estiment que les pactes, parce qu'il y a plusieurs pactes, des accords de paix qui ont été signés, qui n'ont jamais été respectés par les autorités maliennes. Donc si comment on appelle, Goïta veut vraiment régler le problème de la sécurité, ce n'est pas le problème de la France. Il faut qu'il règle le problème des Touaregs. Comment respecter les accords de paix, dont le dernier est de 2015 signé par tous les protagonistes, tous les pays et voisins, aussi bien la France, aussi bien les États-Unis, aussi bien l'ONU. Donc c'est le vrai problème. Parce que c'est sur ces frustrations des Touaregs qu'est venu ce greffe. Maintenant, si on chasse les terroristes, oui c'est possible, on peut les chasser. Le vrai problème des Touaregs, est-ce qu'on le règle? Ça peut revenir. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème, à mon avis. Vous aurez la parole. On va marquer la pause pour le journal. Vous aurez la parole. Et Jérôme, la pause pour le journal et on revient pour la suite.